Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Et voici la partie 2 de l'épisode questions-réponses avec Olivia Charlet, nutrithérapeute. Let's go! Comment réparer la paroi intestinale ? Donc la question d'ailleurs serait peut-être déjà quels sont les signes qui montrent que notre paroi intestinale n'est pas en forme ? Quoique c'est ce qu'on vient de dire finalement. On a répondu à beaucoup de choses. La paroi intestinale, c'est plutôt la muqueuse, si on parle plus. Donc elle est faite de cellules qu'on appelle les entérocytes. Et entre les entérocytes, il y a les ponts-levis qui sont les complexes jonctionnels serrés. Voilà, ouais. Après, elle n'est pas en forme. Si vous avez déjà mal au ventre, si vous êtes ballonné, si vous êtes constipé ou si vous avez un transit super rapide, c'est qu'elle n'est pas en forme, déjà. Après, si vous voulez faire des analyses plus poussées, on peut regarder les hypersensibilités alimentaires. Plus vous en avez, plus ça montre que les complexes jonctionnels serrés ne fonctionnent pas. En gros, c'est pas vraiment le fait qu'il faut enlever tous les aliments, c'est le fait qu'il faut réparer. Ça montre ça, en fait. Donc la glutamine, elle peut vraiment aider là-dessus, non ? La glutamine, mais pas que. Le zinc, il ne faut pas prendre de la glutamine seule. D'accord. Souvent, il y a la curcumine. Le zinc est très important. Parce qu'en fait, le zinc, ça intervient en fait dans des enzymes qu'on appelle les polymérases, l'ADN polymérase. Et il est là en fait pour le renouvellement cellulaire. D'accord. Et les cellules de l'intestin, les entérocytes, sont renouvelées tous les 36 heures. D'accord, donc ça permet de booster le renouvellement cellulaire, c'est ça ? C'est qu'il se fasse de manière optimum. Parce que la glutamine, c'est un acide aminé. C'est l'acide aminé en fait qui est qui est présent en plus grand nombre, mais il est essentiellement utilisé dans les muscles et sur la muqueuse intestinale pour la reconstruction. Oui, tous les sportifs prennent souvent de la glutamine parce que ça répare plus vite les fibres musculaires. Oui, et puis aussi parce qu'il y a aussi beaucoup d'hyperperméabilité. Je m'occupe aussi de sportifs de tout niveau, mais il y a énormément d'hyperperméabilité chez les sportifs, surtout de haut niveau, parce que c'est du sport intensif. Souvent, on retrouve beaucoup de problématiques de candidose parce qu'il y a une consommation de beaucoup de sucre. Et le fait, par exemple, des sports à impact, comme la course à pied, donc dans le triathlon ou même dans la course à pied, il y a beaucoup de problématiques d'hyperperméabilité intestinale. Pourquoi ? À force de faire du sport, c'est un stress Le fait d'avoir des impacts, de taper, en fait, ça stresse l'intestin. Quand vous êtes à fond dans un sport, votre cardio monte et donc vous allez stimuler vos muscles. Tout le sang doit aller au niveau des muscles. Et il ne peut plus aller au niveau de l'intestin. C'est pour ça que je recommande, et qu'on recommande de toute façon de ne pas manger au moins 3 heures, d'avoir laissé un laps de 3 heures. Parce que de toute façon, qu'est-ce qui va se passer ? Ça fait ce qu'on appelle un coma au niveau de l'intestin. Parce qu'il est plus irrigué en termes de sang. Et donc, ça peut entraîner, un transit rapide. Voilà, et effectivement, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y a un travail important à faire au niveau de l'intestin chez les sportifs. Ouais. Qui ont souvent des diarrhées quand ils sont marathoniens ou je ne sais quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est un problème chronique. Dans les ultras aussi, ce qu'on retrouve, les ultra-trails, c'est un problème. Voilà. Parce qu'il y a une hyperperméabilité intestinale, il peut y avoir une consommation importante, il peut y avoir des hypersensibilités alimentaires au gluten, aux produits laitiers, mais aussi aux œufs, aux amandes. Voilà, c'est ce qu'on trouve le plus chez les sportifs. Ouais. Donc du coup, tu dirais un mix de glutamine, de zinc, de... La curcumine aussi. Ouais, la curcumine, le gingérol est important. Donc le gingembre, issu du gingembre. Ouais, souvent, il y a des complexes qui sont très bien faits, intégrant ça. Il y en a d'autres qui intègrent aussi du MSM. C'est quoi ça ? En fait, c'est pour renourrir, en fait, au niveau... C'est intéressant pour réparer au niveau de la muqueuse intestinale et pour les fibres musculaires. D'accord. Ouais, très bien. Comment arriver à gérer les pulsions sucrées ? Et j'ai une autre personne qui me demande s'il n'existerait pas un complément alimentaire pour limiter le sucre. D'accord. Comment gérer les pulsions sucrées ? Donc déjà, je reviens, c'est toujours lié au microbiote. Ça veut dire, parce qu'on n'est pas unique, on ne va pas uniquement... si vous voulez, quand vous êtes attiré par des aliments, ce n'est pas que vous, c'est aussi votre microbiote. Ouais, c'est vrai. Ouais. Si on change votre microbiote, vous n'allez plus être attiré par les mêmes aliments.
Parce qu'effectivement, vous avez nourri certaines bactéries ou champignons qui adorent le sucre. Donc, qui réclament. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez ces pulsions. Ça devient une drogue. Et puis derrière, ce qui se passe également, c'est qu'on a des récepteurs à dopamine. C'est un système de récompense. Et pour avoir le même plaisir, on a besoin, par exemple au début, on a besoin de manger, je sais pas, le biscuit qu'on adore. Ou un carré de chocolat. Ou un carré de chocolat. Et on a un super plaisir, voilà, on est super content. Puis au fur et à mesure, si on continue à en manger tous les jours, va falloir manger la tablette entière pour avoir le même plaisir qu'on avait il y avait peut-être 6 mois ou 1 an en mangeant qu'un carré. Et ça s'appelle comment ça ? On a des récepteurs à dopamine. D'accord. C'est un neurotransmetteur. C'est le système de récompense, du plaisir. Et il s'habitue en fait à notre plaisir quotidien et il en veut plus. Quoi. En fait, c'est comme la résistance à l'insuline. Ça devient une résistance. C'est-à-dire que si vous apportez toujours la même chose à intensité forte, le récepteur, il devient moins sensible. Ouais, bien sûr. Bien écœuré, si vous voulez. C'est comme si je vous donnais votre meilleur gâteau. Tous les jours, vous avez le droit de manger que ça. Je vous dis ça. Vous adorez la mousse au chocolat, vous allez en manger et vous mangerez que ça. Vous êtes peut-être super contente le premier jour. Chouette, c'est super. Puis peut-être au bout de 3 jours, vous allez dire j'en peux plus, j'ai mal au ventre, je suis écœurée, je peux plus le voir. C'est les récepteurs, que ce soit les récepteurs à dopamine ou à insuline aussi, on va en reparler peut-être tout à l'heure, ils sont stimulés tellement qu'ils répondent plus en fait. Ouais, donc il en faut comme un drogué, tout simplement. Voilà, mais c'est pour ça qu'on parle d'une drogue. Il y avait eu des expériences par des addictologues entre la cocaïne et le sucre, et les souris préféraient le sucre. Ouais, c'est dingue. Voilà. Moi, je vais prendre de la coke finalement. C'est meilleur, c'est plus healthy. Donc du coup, oui. Puis il y a aussi, j'imagine qu'il y a aussi une potentielle candidat, où après il y a un côté comportemental, à savoir je m'ennuie dans ma vie, j'ai envie d'un truc qui me fasse du bien, du peps, etc. Je dirais que moi ce que je vois plus, c'est que mon travail est difficile, je fais des horaires pas possibles, et quand je rentre, je suis tellement crevée, j'ai pas trop mangé le midi, et donc quand je rentre, j'ai besoin de quelque chose, je rentre tard, donc je ne vais pas aller faire du sport. Et donc, quand je vais rentrer, je vais être fatiguée. Et donc, il me faut quelque chose pour me faire du plaisir. Et en fait, le sucre, le gâteau, le bonbon, tout ça, ça va être utilisé comme un doudou, je vais dire. Ouais, c'est ça, ouais. C'est plus ça que je rencontre, que j'ai besoin de peps ou voilà. Et effectivement, c'est aussi lié, comme je disais, à des problèmes de microbiote. Donc, ça peut entraîner un développement de candidose. Ouais, qui appelle le sucre. Voilà, qui va entraîner fatigue, déprime, et ça devient un cercle vicieux parce qu'on n'arrive plus à s'en sortir. C'est bien ça qui est difficile. Et les symptômes de candida, c'est quoi ? Il me semble que tu as une bouche sèche, tu as mauvaise haleine, que tu as toujours envie de boire. C'est quoi les autres symptômes ? Alors après, ça dépend des personnes. Ouais, j'avais vu ça. Je dirais que c'est plutôt... déjà, une personne qui va avoir une candidose, une mycose vaginale à répétition... c'est un candidat. Oui, ouais. Donc déjà, s'il y a ces types de problèmes chez une femme, il y a un problème de candidose. C'est pas que dans la paroi intestinale, quoi. Eh ben non, parce que le candidat, il vient tellement en plus grand nombre qu'il essaie d'aller ailleurs. Et on a une flore au niveau vaginal qu'on appelle la flore de Borderline. Et donc, elle va aussi être perturbée parce que le candidat va aller là. Parce qu'il va aller partout. On peut avoir un muguet dans la bouche. On voit ça souvent les personnes qui ont beaucoup d'antibiothérapie. Parce que l'antibiothérapie va entraîner un déséquilibre du microbiote. Et donc, on peut se retrouver avec une langue blanche. Ouais, aussi, c'est ça. Voilà, et ça, c'est la candidose. On peut retrouver ça en chimio aussi. La candida qui a pris le dessus, c'est ça ? Oui, voilà. C'est pour ça que dans les chimiothérapies, je vais prendre des probiotiques. Voilà, on travaille beaucoup sur la chimiothérapie. Entraîne aussi une hyperperméabilité intestinale. Ouais. Donc, il faut, c'est hyper important quand on est en chimio ou en radiothérapie, de la même manière, de prendre soin, de travailler avec certains compléments pour réparer la muqueuse intestinale et prendre soin du microbiote au maximum. Ça, c'est quelque chose vraiment indispensable. Et effectivement, on peut avoir sinon des candidoses aussi qui se développent à ce moment-là, ou qui étaient déjà là, puis qui vont flamber en fait. Ouais. Et alors, c'est quoi les autres symptômes aussi ? J'imagine que c'est sur le côté digestif, sur le plan digestif. On digère mal, on est ballonné. On va être ballonné, on va être fatigué. Moi, je vois effectivement des jeunes personnes de 20, 25 ans qui viennent me voir, qui sont hyper, hyper fatiguées.
Parce que la candida, elle bouffe tout sur son passage, tous les bons nutriments et les bonnes vitamines. Le problème, c'est qu'elle prend aussi le tartarate, qui est un métabolite qui est fabriqué par le candida, va aussi perturber le cycle de Krebs, qui est le cycle de l'énergie, si vous voulez, pour faire simple. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, on a des petites centrales d'énergie dans nos cellules. C'est elles qui fabriquent l'énergie qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate. C'est les mitochondries. D'accord. Ouais, j'ai retenu ça. Voilà. Et donc, il y a un cycle, un peu comme une roue qui tourne, une roue hydraulique, avec des réactions chimiques et qui permet en fait d'avoir des électrons en fait. Et ça peut prendre la place à un endroit et perturber. D'accord. C'est le tartarate qui va prendre la place. Ouais. Et donc, effectivement, on va être fatigué. Et pour en revenir aux pulsions sucrées, si jamais on a envie de goûter quelque chose, qu'est-ce qu'on peut goûter de mieux ? Alors déjà, ce que je recommande, c'est déjà aller vers une alimentation à indice glycémique moyen. Donc, remplacer le sucre par du sucre de coco, essayer de prendre du riz, tous les féculents, les prendre complets, où il y a des fibres. Voilà, c'est déjà la première étape d'aller vers ce qu'on appelle plutôt une alimentation à IG inférieure ou égale à 55. Choisir plutôt comme féculent de la patate douce. C'est bon ça en plus. Voilà, du riz demi-complet ou complet, du sarrasin. Du quinoa. Du quinoa, voilà. Et essayer de manger déjà plus naturel, utiliser plutôt du chocolat le plus noir possible, même s'il reste du sucre. Puis essayer d'enlever tout ce qui est raffiné, pain blanc, riz blanc, blinis, farine blanche. Même les galettes de riz soufflé, tout ça, c'est hyper glycémique. C'est clair qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans, c'était le truc à la mode très sain, alors que pas du tout. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas de graisse. Bah oui, voilà, c'était à la mode du light. On disait toujours qu'il ne fallait pas manger de gras, donc forcément, je pense que ça a perturbé plein de microbiotes de plein de personnes, en fait. Mais c'est clair, je pense à tous les tailles fines et les recommandations. Oui. C'est taille fine, oui, mais par contre, mal au bide. Taille fine, effectivement, il n'y a plus de graisse, mais en fait, ils mettent du sucre, sinon ça c'est pas taille mangeable. Taille fine, diabète. Voilà, donc en fait, ça fait des pics de glycémie, d'insuline. Manger, en fait, zéro, light, tout ça, ça fait grossir. Bien sûr, ouais. Voilà, parce que ça va perturber l'insuline, ça va perturber le microbiote. Voilà, donc même les édulcorants à haute dose, c'est laxatif, donc ça a aussi un impact sur le microbiote. Et donc du coup, si jamais on devait goûter quelque chose, ça serait quoi ? Des amandes, du houmous, des myrtilles ? Voilà, après, ça dépend d'où part la personne. Si la personne adore manger des paquets de bonbons, ou, des biscuits ou tout ça, déjà choisir... on retrouve du chocolat noir, déjà, ça serait bien. Effectivement, tout ce qui est amandes, noisettes, c'est bien, mais ça va être complètement différent. Ouais. Ça va être peut-être difficile, mais effectivement, les oléagineux, ils ont un indice glycémique bas. Ouais. Donc, c'est intéressant. Ou faire des gâteaux, peut-être un cake à la maison, déjà, ce sera mieux, ce sera pas industriel. Voilà, en mettant du sucre de coco, par exemple. On peut remplacer une partie de la farine par de la farine d'amande, qui va faire baisser en fait l'indice glycémique, qui est plus protéique, avec un peu de farine d'amande, farine de lupin, puis garder sa farine de riz ou farine traditionnelle. Elle est bien la farine de lupin ? Elle est intéressante, oui, elle est protéinée. On peut sans remplacer tout, en intégrer un peu déjà pour baisser l'indice glycémique. Et c'est ce que je dis, c'est que tu fais ton cake, tu te le coupes en morceaux et tu le congèles, et comme ça, quand tu rentres, t'en as pour 10 minutes, tu te le passes au four une fois et hop, tu peux le manger. Oui, ça peut être ça aussi. C'est pratique. Ouais. Tout à fait, ouais. Parlons endométriose. J'adorerais avoir plus d'infos concernant l'endométriose et l'alimentation. Alors, l'endométriose, il y a toujours un processus inflammatoire donc, qui est là. Donc déjà, il y a une analyse qui est intéressante dans ce cadre-là, c'est les acides gras érythrocytaires. Et en fait, cette analyse permet de savoir, on va prendre les membranes des globules rouges, parce que c'est dans le sang, c'est plus facile, on ne peut pas prendre ceux du cerveau ou à différents endroits. Et c'est le reflet de votre alimentation sur à peu près 3 mois, parce que les globules rouges vivent 3 mois. Donc ça permet de voir les équilibres. Ça agit en fait, si vous avez les oméga 3, sous forme par exemple de PA, on en parle beaucoup. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle régule les processus inflammatoires. Et que si vous avez beaucoup d'acide arachidonique dans votre membrane cellulaire, et ça va être plus pro-inflammatoire. Et dans l'endométriose, il y a une pro-inflammation. Donc déjà, c'est important de regarder ce que mange la personne en termes d'acide gras.
Si elle a trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. D'acide arachidonique, ouais. Ouais, d'accord. Donc du coup, tu conseillerais quoi ? C'est de prendre principalement des oméga 3, tous les aliments qui sont riches en oméga 3, les bonnes huiles, les bonnes et puis aussi noix. sous forme de PA et DHA. Donc si la personne mange des poissons, elle peut manger des petits poissons. Si elle ne mange pas de poisson, elle peut prendre en complément un microplancton qui est du Chysochondrium. Parce que la conversion d'acide alpha-linolénique, qui est ce qu'on trouve dans les graines de lin, les graines de chia, la cameline, le chanvre, les noix, la conversion serait d'à peu près 5%. Donc elle est très faible. Et si vous êtes carencé en zinc, tout ça, en plus, cette conversion peut être nulle. Et c'est pareil, il y a des gens, c'est des delta, des saturases et des élongases. Il y a des personnes qui ont ces enzymes qui sont défectueuses. Qui vont faire que même si elles mangent beaucoup d'huile riche en oméga 3, ne vont pas avoir de PA et DHA. De toute façon, je pense que c'est comme le magnésium. Par précaution, voilà. L'idée de faire cette analyse, c'est de permettre d'avoir une photo à l'instant T, de savoir ce qui pose problème. Mais effectivement, parce qu'on peut prendre beaucoup d'oméga 3 et pas savoir les digérer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer aussi en jeu. D'où le complément en plus. Le complément, pas manquer de bile, voilà, savoir digérer les graisses. Il y a plein de... Voilà, il ne suffit pas de prendre un complément pour régler le problème. Il faut aussi qu'il soit assimilé, qu'il aille à l'endroit où il doit agir. Qu'est-ce qu'on peut prendre en plus, du coup, avec l'endométriose ? Il y a aussi le GLA, qu'on trouve dans l'huile de bourrache. D'accord, donc en bourrache, onagre, tout ça, c'est intéressant. Et après, il y a des compléments qui sont très bien faits. D'habitude, je cite pas de nom, mais bon, pourquoi pas. Il y a chez CopMed, il y a un complément, je crois, qui s'appelle Endoménate ou quelque chose comme ça, je me souviens plus, mais pour l'endométriose, qui est intéressant parce que vous avez aussi des choses qui sont liées à l'inflammation, comme du thé vert, de la curcumine, de la chémine qui va aussi agir pour réguler le cycle hormonal. Mais voilà, après, il faut aussi voir l'alimentation. Hypotoxique, du coup, adopter une alimentation oui, parce que riche en légumes. L'endométriose est toujours liée, de toute façon, au microbiote. Donc, il y a un problème d'inflammation au niveau du tube digestif. Ouais, donc si tu soignes ce qui se passe à l'intérieur de ta digestion... C'est un petit peu ce qu'on a parlé tout à l'heure, de voir dans quel état est la digestion de la personne, son transit, ses selles... Privilégier des légumes vapeur, par exemple, avec ces bonnes huiles. Voilà, protéines. Alors, si on mange des protéines animales, pas plus de 30%, c'est ce qu'on recommande, de qualité bio. Voilà. Ouais. Et puis, effectivement, plutôt des légumes, pas trop de sucre, parce que le sucre peut entraîner une résistance à l'insuline qui va être en lien avec l'inflammation. Ou choisir des meilleurs sucres dans ces cas-là si on est très sucré. Diminuer au fur et à mesure. Ouais. Effectivement, en fait, il y a un problème d'inflammation qu'il faut travailler avec des plantes, curcumine, gingérol, boswellia, qui sont hyper importantes. Et puis surtout, de ce que l'on mange tous les jours. Tout à fait. Il faut remettre en cause sa façon de vivre. On en vient toujours à l'alimentation, mais c'est notre première médecine. En fait, le corps, il envoie des signaux. Donc, quand quelque chose ne va pas, quelle que soit la pathologie, la problématique, c'est une enquête. C'est pas toujours facile à trouver. Bien sûr. Moi, c'est mon métier, donc je passe pas mal de temps. J'essaye d'investiguer au maximum. On est tous différents, donc c'est comme tu dis, une enquête donc tout constante. Le monde ne réagit pas de la même manière. Donc, on peut pas. Il n'y a pas une recette unique qui fonctionne chez tout le monde. Et au niveau des huiles essentielles, est-ce qu'il y a des huiles qui peuvent nous aider ? Après, les huiles essentielles, je les utiliserai plus après au niveau des problèmes du microbiote que de manière olfactive dans cette problématique-là. Donc à avaler, c'est ça que tu veux dire ? Ouais, mais je ne les prendrai pas tant que je n'aurai pas fait une analyse, par exemple, des métabolites pour savoir quelle est la problématique. Il peut avoir une candidose qui va de toute façon entraîner une inflammation. Quand c'est une candidose, c'est quoi ? C'est de l'origan ? On peut travailler avec de l'origan, ouais. Eh bien, figure-toi, tu sais, l'origan, j'en ai repris l'autre jour parce que c'est aussi pour les voies respiratoires, il me semble, utiliser aussi. C'est un large spectre, en fait. L'origan, en fait, a un très large spectre au niveau bactérien et viral. Ouais. En tout cas, effectivement, les huiles essentielles, il faut faire très attention. Il vaut mieux savoir exactement quel est le problème. On ne prend pas ça comme ça, en fait. Il faut déjà savoir quel est le problème. Déjà, si on en prend après... c'est toujours au milieu des repas, c'est pas sans rien dans l'estomac. Ah non, l'horreur, le pauvre estomac, il va pas comprendre ce qui se passe. Voilà, donc ça dépend vraiment de la problématique. Ce sera pas de première intention, les huiles essentielles. Même si j'en mets beaucoup dans mon cabinet, que je les utilise beaucoup parce que j'ai été formée en aromathérapie. Elles sont c'est vrai que ça peut régler plein de problèmes, comme de mycose vaginale, au niveau grippe...
d'infection urinaire. Voilà, la grippe, c'est quoi? C'est du Ravinsara, ce genre de choses que tu dis? Non, ça va être des protocoles bien plus complexes. Ah en oui. fait, moi, je travaille avec Amateur. voilà, je peux faire des... Voilà, non, ça va être des protocoles bien plus Non, mais complexes. c'est bon à savoir si j'ai une grippe Mais oui, prochainement. Ravinsara, de toute façon, ça a des propriétés au niveau respiratoire, bien sûr. Ouais. Question sur la vitamine D. Pour une femme qui bosse en intérieur, y a-t-il un dosage, une cure par an? Alors, la vitamine D, déjà, il faut la doser. Déjà, de toute façon, les compléments alimentaires, on devrait, suivant... Après, il y a des choses qu'on ne peut pas doser, mais c'est là, en fait, pour combler des carences. Et c'est pas pour être en excès. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que l'on prend et pas prendre tout et n'importe quoi. Donc, la vitamine D, avant de prendre de la vitamine D, il faut la doser. Puis ça coûte pas cher, je crois que c'est 12-13 € en laboratoire, voilà. sans ordonnance. Ouais, c'est pas remboursé de toute façon. Ça l'est plus, donc voilà, et il faut le faire tous les 6 mois. Après, ça dépend de la problématique de la personne, mais pour être protégé, il faut être autour de 65. Et en termes de quantité, bon, ça dépend, mais si on est en manque comme en France, en Île-de-France en général, la quantité normale, c'est combien en dosage? Eh bien, c'est très... la vitamine D, c'est assez... en fait, ça dépend de la personne, de combien elle part, si elle part de 7 ou si elle part de 30 ou 35. Ouais. Et puis, si on a une pathologie auto-immune, on va plutôt viser 85 que 65. Et si on a un cancer, on va viser plutôt 90. Donc, et donc, c'est pour ça qu'on dose, parce que l'idée, c'est pas de passer à 110. Ouais. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de le faire. Et il faut vraiment le doser, et parce que la vitamine D est trophique de certains lymphocytes, qu'on appelle des lymphocytes qui régulent l'immunité, qui sont les lymphocytes T régulateurs. Donc qui apaisent, en fait, ils sont des conciliateurs, on va dire. Donc dans tous les processus inflammatoires, c'est pour ça que la vitamine D est une hormone anti-cancer. Ouais. Voilà, donc il ne faut pas voir juste pour les os, en fait. Ah, elle est bien plus riche que ça. Tout à fait. Ouais. C'est un élément hyper important. Aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai de tous les processus, quand on a des problèmes de dysbiose, même d'endométriose, voilà, je reviens, mais la vitamine D est importante à doser. Mais de manière générale, il y a quand même beaucoup de gens qui se supplémentent de octobre à mars, quoi. Oui, enfin pas tout le monde, non. Ou qui devraient. Pas tout le monde, non. Parce qu'en Île-de-France, je sais pas si vous avez remarqué, c'est pas GG, hein. Oui, mais même avec le soleil. Pourquoi même avec le soleil? Et aujourd'hui, avec la couche d'ozone, même en plein soleil, on peut être carencé en vitamine D. Voilà. Et après, ça dépend si on est habillé, même on peut être en plein soleil habillé. Et si on met de la crème solaire, on ne va pas synthétiser de la vitamine D. Donc, il ne suffit pas d'être en maillot de bain voilà, si vous mettez votre... J'ai pas dit qu'il ne fallait pas mettre de crème solaire, mais c'est juste pour expliquer que c'est difficile à synthétiser. Ouais. Mais je dirais qu'effectivement, déjà, d'en prendre jusqu'au mois d'avril, mais à partir du mois d'octobre, si les autres mois d'été, vous passez au moins 1 heure en short par jour, dehors, voilà, il n'y en aura peut-être pas besoin. Après, plus on vieillit, plus on en a besoin en permanence. Ouais, non, c'est vraiment essentiel à tester. Il faut savoir qu'à passer un certain âge, il faut la prendre en permanence. Et par rapport au dosage, c'est vraiment dépendant de la personne. Et c'est important de la doser, de la redoser, parce qu'il y a des personnes qui vont prendre des doses importantes et qui ne vont pas l'assimiler. Parce que la vitamine D, elle partage un récepteur avec la vitamine A. Et les personnes qui vont être carencées en vitamine A vont mal absorber la vitamine D. Donc c'est pour ça que quand on dose la vitamine D, c'est important de doser la vitamine A en même temps. Ouais, c'est bon à savoir ça. Ouais. Et quand tu prends de la vitamine D, tu commences ta petite cure. Au bout de combien de mois il faut aller checker ? Soit ça dépend de la personne. Si vous avez un doute et que vous voulez en savoir plus, au minimum, c'est bien de le faire au bout de 3 mois. D'accord. Après, quand vous avez l'habitude, que vous trouvez votre dosage, parce qu'on ne donne pas toujours le même dosage, ça dépend d'où on part. Et après, si vous êtes bien remonté, on ne va pas reprendre la même chose, on ne va pas en prendre en permanence. Et bien dans ces cas-là, c'est tous les 6 mois. Moi, j'essaie de le faire pour moi tous les 6 mois. Oui, toi, tu as l'habitude. Voilà. Et je vois si j'ai bien mis bon protocole pour moi en place. Ouais. Et sinon, je rectifie aussi. Une question sur l'alopécie. Quelles sont les carences les plus fréquentes responsables de l'alopécie ? Et donc, comment les contrer ? Alors, chez un homme ou chez une femme ? Je pense que c'est une femme qui m'a posé la question, mais ça peut être intéressant pour les deux. Alors, souvent, l'alopécie, c'est lié souvent à des problèmes, en fait, hormonaux. Il y a trop de testostérone, souvent. Alors, c'est pas un sujet facile à traiter.
C'est clair. Ça peut être lié aussi, donc, quand on a trop de testostérone, il faut déjà voir le cycle hormonal, s'il est équilibré, où en est la femme dans sa vie. Voilà, si c'est une femme de 20 ans, 30 ans, 40 ou 50 ans. Voir effectivement si elle n'est pas carencée en progestérone, en oestrogène. Mais aussi, ce qui est important de voir, c'est que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'une résistance à l'insuline, donc quelqu'un qui va manger beaucoup de sucre ou qui l'a fait à un moment donné, a pu déséquilibrer, en fait, ça peut entraîner un déséquilibre hormonal. Et on va dire qu'une femme peut se transformer un petit peu en homme à ce moment-là, et ça peut entraîner ces problèmes d'alopécie, en fait. D'accord. Et il y a aussi le stress. C'est l'androgénie, en fait. Ouais. Oui, le cortisol aussi. Ouais, le fait d'avoir un cortisol trop élevé va avoir aussi des problèmes d'androgénie. Et ça, comment on peut faire pour baisser son cortisol, du coup ? La cohérence cardiaque, ouais, c'est quand même une technique qui passe bien. L'EFT, peut-être ? L'EFT. Après, il faut trouver la technique, la méditation, l'activité physique, le cardio. Est-ce que justement la pratique intensive de la course et du sport en général peut-elle avoir un lien avec l'alopécie ? Quand on en fait trop, j'imagine que c'est un stress. C'est une question ? Oui, c'est une question. C'est pour ça que je rebondis là-dessus, parce que c'était la deuxième question sur l'alopécie. D'accord. Alors, ça peut être lié au stress. Ouais. Si quelqu'un a fait une activité trop intensive... Ouais, quand tu fais du HIIT tout le temps, ou du crossfit, ou t'es marathonien, ou des ultra-trails, j'imagine que c'est un gros stress sur ton corps, quand même. Ça dépend des personnes, je dirais. Oui, ça dépend. Ça me fait toujours penser au dosha, tu sais, en ayurvédique, donc des profils de personnes. C'est-à-dire entre les gens qui sont tout fins ou des gens qui sont remplis de muscles. J'imagine qu'on est tous différents et qu'il y en a qui peuvent faire plein de séances de crossfit et d'autres comme moi qui vont être plus cantonnés. Après, il faudrait voir justement quel type de sport fait la personne. Elle me dit intensive, donc de la course et du sport en général. La course à pied ? Ouais. La course à pied, normalement, c'est pas un sport très musculaire, en fait. Donc, mais est-ce que c'est pas du stress ? Pour la testostérone, pour la faire remonter, j'aurais plus pensé à des sports plus de musculation, tout ça. Ouais. Après... Donc, il y a hormonal comme raison. Après, ça peut être lié justement, si on prend un sport, un course à pied intensif, à un problème au niveau intestinal. Ouais. Et donc d'hyperperméabilité intestinale. Et ça peut causer l'alopécie ? Ça peut dérégler parce que en fait le système système immunitaire est lié au système hormonal, est lié au système nerveux. Et tout est lié. Donc voilà, c'est comme tout à l'heure, je suis pas rebondie, mais c'est un article que j'ai prévu de faire sur mon prochain blog, voilà, qui avance tout doucement. J'arrive pas à avancer, mais sur le syndrome thyrogastrique, c'est-à-dire qu'on peut avoir sur les maladies d'Hashimoto, qui est une maladie auto-immune de la thyroïde, c'est souvent, on retrouve des liens, ça on n'en parle pas souvent, avec un manque d'acide dans l'estomac. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est prenez la bétaïne HCl, le complément. Ça dépend des personnes. Oui, bien sûr. Tout le monde, c'est pas chez tout le monde. C'est pas, il faut pas faire des... Prenez du vinaigre de cidre. Il faut pas faire des raccourcis. C'est pour sûr. ça que tout le monde est différent et je dis, il n'y a pas une recette qu'on peut appliquer à tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que les liens, des fois, viennent de loin et on ne voit pas les choses. Donc là, voilà, un sport intensif, il faut voir si c'est du surentraînement, comment est la personne, si elle est fatiguée. On peut s'entraîner de manière intensive, mais bien gérée. Mais si la personne dort mal, déjà, le cycle hormonal est aussi lié au sommeil. Si on ne dort pas bien, voilà, c'est aussi... le cercle vicieux avec le stress, les insomnies... Voilà, il faut savoir, pour revenir aux hormones, dans le tube digestif, il y a une production d'une 30aine d'hormones qu'on ne parle pas. Mais même dans l'estomac, il y a des fabrications d'hormones, comme la gastrine. Ouais. Voilà, c'est juste pour vous dire que le système hormonal, c'est pas juste les glandes, les ovaires, le pancréas, les surrénales, c'est beaucoup plus large. Voilà, il faudrait savoir quel âge a cette personne, qu'est-ce qu'elle mange, l'état de son tube digestif, l'état de son stress. Elle peut contrôler le stress, l'état de son tube digestif. Il y a quand même beaucoup de choses à regarder et comme je dis, c'est pour ça, moi, souvent quand je fais une analyse, la première fois, je prends 2 heures parce que je passe beaucoup de temps à faire ces liens. C'est assez complexe. Bien sûr. Et les liens ne sont pas pareils d'une personne à une autre. Est-ce qu'il y a d'autres carences en plus de l'excès de testostérone ? Voilà, ça peut être, comme je disais, une résistance de l'hyperinsulinisme. Ouais. C'est-à-dire trop d'insuline, production d'une hormone au niveau du pancréas,
Et c'est lié à la façon dont la personne mange. Ouais, donc ça, Parce qu'elle mange trop de gâteaux, trop de sucre, trop de fruits, voilà. C'est un ensemble de choses souvent qui ont plein de conséquences, quoi. Et justement, en parlant de thyroïdite, y a une personne qui dit « J'ai une thyroïdite sous la thyroïde, je suis incapable de perdre du poids. Comment faire ?» Alors, c'est pas une thyroïdite sous la thyroïde. Hein. Oui, en tout cas, c'est ce qui a été écrit, mais c'est vrai que ça paraît un peu bizarre. Je vais réexpliquer. En fait, voyez, on parle de tendinite, ça parle mieux. Hein. Quand je parle de tendinite, on comprend mieux. En fait, tout ce qui finit par ite, c'est inflammation. Ouais. Voilà. Donc, tendinite. Bon, après, j'ai plus d'exemples qui me viennent. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une thyroïdite, c'est une inflammation de la thyroïde. C'est pas sous la thyroïde. C'est la thyroïde qui est enflammée. Alors, ça peut être dû... Soit il y a une maladie auto-immune, parce que dans toutes les maladies auto-immunes, il y a une inflammation. Donc, Bien sûr. On prend Hashimoto ou Basedow, qui sont les deux maladies auto-immunes au niveau de la thyroïde, ce sont des thyroïdites. Hein. Après, on peut avoir une thyroïdite qui est non auto-immune, qui est liée au niveau viral. Donc ça, tu te la chopes comment, du coup ? C'est lié à un moment où la personne elle a eu une hyperperméabilité, beaucoup de stress, il y a des virus qui sont passés. On peut avoir une thyroïdite virale et ne plus l'avoir au bout de 6 mois, 1 an. Après, oui, mais dans ces cas-là, on travaille avec des huiles essentielles bien particulières, mais là, je ne sais pas ce qu'il y a à la personne, exactement. Mais admettons que du coup, perte de poids égale peut-être hypothyroïdie. Comment elle peut faire dans ces cas-là ? Eh bien, j'ai plus l'impression, effectivement, parce qu'on parle du problème de poids, que c'est peut-être une maladie d'Hashimoto. Ouais. Hein, donc, il faudrait regarder les anticorps. Est-ce que les anticorps... Donc, des anticorps qu'on fabrique contre la thyroïde, dont Hashimoto, c'est les anticorps anti-thyroglobuline et les anticorps anti-thyroperoxydase. Souvent, c'est écrit anti-TPO. S'ils sont au-dessus de la norme. Donc, dans ces cas-là, c'est une problématique de maladie d'Hashimoto. Et là, c'est lié à l'intestin. Donc, il y a tout un travail, tout un protocole à mettre en place. Et ça ne part pas comme ça. Hein, il faut retravailler. Donc, il y a une hyperperméabilité intestinale. Il y a eu un moment, s'il faut savoir... C'est pour ça qu'on n'a pas tous les maladies auto-immunes. Hein, il y a des gens qui vont avoir une hyperperméabilité intestinale, ils vont avoir des allergies ou rien du tout, ou autre chose, ou de l'eczéma, ou j'en sais rien. Et puis il y a des personnes, ils vont attraper tel type de viande, ils vont attraper une sclérose en plaques, d'autres une polyarthrite rhumatoïde, d'autres une Hashimoto. Et que si on n'arrête pas le phénomène, quand on a une maladie auto-immune, on peut en avoir 2 ou 3. Donc, c'est pas pour faire peur, mais il suffit pas de travailler. Il faut travailler sur la source du problème. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'intestin, il a été hyper perméable et il y a eu une rencontre. Les maladies auto-immunes, c'est du mimétisme moléculaire. Ça veut dire en fait qu'il y a eu quelque chose qui est passé, qui peut être viral, bactérien ou alimentaire. On a fabriqué un anticorps, le système immunitaire a fabriqué un anticorps, et je vais dire manque de bol, comme on n'est fait que de protéines, c'était la même chose que la thyroglobuline, qui est une protéine dans la thyroïde. Et on fabrique des anticorps anti-thyroglobuline. C'est ça le mimétisme moléculaire. Et ça, on est tous différents. Mais en tous les cas, il faut qu'il y ait cette rencontre qui se passe. Et donc si tu répares au niveau intestinal, tu as probablement plus de chances de maintenir le poids. Déjà, la problématique de poids, après, c'est un peu plus complexe. Hein, il faudrait voir effectivement comment fonctionne la thyroïde de la personne. Est-ce qu'après, on peut l'aider par différents éléments ? Mais voilà, il y a plusieurs choses à voir. À combien est sa TSH, la T3L, qui est l'hormone active au niveau de la thyroïde, la T4, mais surtout la T3. Voir si elle manque pas d'iode. Bon, il y a plein de choses, hein, mais si c'est inflammatoire, il va falloir réguler l'inflammation pour stopper, en fait, au moins normaliser l'inflammation pour que le processus d'attaque de la thyroïde ne se poursuive pas de manière aussi intensément. Parce que sinon, la thyroïde, à un moment donné, elle ne va plus du tout fonctionner. Ouais. Et l'iode, donc c'est hyper intéressant pour la thyroïde. Quel est son rôle ? En fait, l'iode, la T3 et la T4, ça veut dire 3 atomes d'iode et 4 atomes d'iode. Donc elle est insérée, elle est utilisée pour fabriquer les hormones thyroïdiennes. Et la thyroïde, c'est un peu c'est ce qui va en fait faire que elle va activer le métabolisme.
Donc on a un métabolisme de base, c'est-à-dire combien on consomme sans rien faire. Et il est différent d'une personne à l'autre. Et donc si on est hypothyroïdie, on va avoir un métabolisme de base très bas. On va prendre du poids parce que même en mangeant pas beaucoup, en fait, comme ça, en fait, le moteur il va pas vite, c'est stocké en fait. Et puis on va être fatigué, on va être frileux, on va avoir envie de dormir tout le temps. Voilà, il y a des personnes qui vont avoir envie de dormir 12 heures et puis ils vont se lever au bout de 12 heures, ils sont toujours fatigués. Très ennuyant. Voilà. Et l'hyperthyroïdie, c'est le contraire. La personne va être hyper speed. À 1h du mat, elle va faire le repassage. J'ai la patate à fond. Et puis elle va manger beaucoup parce qu'elle a un métabolisme qui fonctionne à toute à vitesse. Mais elle se fatigue quand même. Et donc elle va perdre du poids en mangeant 2 fois plus que la personne qui prend du poids, par exemple. Donc on va se dire, mais c'est pas normal. Voilà, c'est pas bon non plus. Hein. Ouais. Oui, c'est pas les gagnantes. Ça accélère le vieillissement d'ailleurs. Ouais, c'est-à-dire qu'on se renouvelle plus rapidement et donc on vieillit plus rapidement. Ouais, vaut mieux rien avoir de tout ça dans tous les cas ou soigner. Voilà, mais donc la thyroïde, c'est une problématique complexe. Et c'est vrai qu'il faudra en savoir un petit peu plus sur la personne. On va faire une dernière question pour cette partie des suggestions de livres par rapport à la nutrithérapie, à la santé. Alors, il y a un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps que j'ai pas lu, mais bon, je pense qu'il est très, très bien, qui est justement sur les problèmes de SIBO, c'est-à-dire de pullulation bactérienne, qui a été écrit par une journaliste qui a fait beaucoup de recherches parce qu'elle est touchée par cette problématique, qui s'appelle À fleur de paix. Ah oui, j'en ai entendu parler. Voilà, donc c'est en plein dans ce qu'on a parlé. Et sur la thyroïde, tu connais un bouquin bien à référencer ? Alors, il y a le livre du docteur Raoul Vergini, en Italie. Je dirais, je ne sais plus, Vaincre l'hypothyroïdie, mais si vous tapez Raoul, R-A-U-L, Vergini, je pense que vous allez trouver. D'accord. Sinon, je regarderai. Eh ben merci Olivia pour cette première partie. Voilà, c'est pas facile. Sinon, ça serait dans les livres. Sinon, on pourrait tout utiliser, avoir des recettes. C'est bien plus complexe que ça. Ouais. C'est d'ailleurs ce qui me passionne dans mon métier. C'est que chaque personne réagit différemment. Ouais. Au revoir. Au revoir.